d'un côté de la Terre, un seul seulement va interagir dans la Terre au cours de son passage. Donc la détection est très difficile et elle a été faite pour la première fois par M. Davis, qui a obtenu le prix Nobel d'ailleurs pour ses travaux donc, sur les neutrinos solaires. Et son expérience n'a pas du tout été financée à l'époque pour étudier les neutrinos, mais pour bien vérifier la source de production d'énergie au cœur du Soleil. Donc là, il a utilisé des réactions nucléaires où on a l'interaction d'un neutrino sur un noyau et qui va induire donc la transmutation de ce noyau en émettant un électron qu'on ne détectait pas dans cette expérience-là. Et on exposait ce réservoir donc, qui contenait beaucoup de chlore pendant, allez, on va dire 1 mois, je ne me souviens plus du chiffre exact. On avait la conversion de chlore 37 en argon 37. Ensuite, si on envoie donc, du gaz tel que de l'hélium, on va faire sortir l'argon 37, quelques atomes seulement, qu'on peut compter dans des compteurs radioactifs à très bas bruit de fond, et comme ça, compter le nombre d'interactions de neutrinos qui viennent du Soleil. Alors, quand il a fait ça, vous connaissez sans doute cette histoire, il en a mesuré, mais seulement 1/3 de ce qu'on attendait par les modèles solaires. Donc ça a déclenché le problème des neutrinos solaires. D'autres détecteurs ont été construits. Ce problème a perduré jusqu'au début donc, des années 2000. Et ça me donne l'occasion de vous présenter le plus grand détecteur de neutrinos existant. C'est Super Kamiokande au Japon. Vous avez ici 10 000 tubes photomultiplicateurs. Vous avez ici un petit canot avec des gens qui nettoient les tubes photomultiplicateurs et qui naviguent sur de l'eau ultra pure. Là, le principe de détection est différent. J'ai un neutrino qui va venir diffuser ou qui va pousser un électron. Alors il va le pousser, il va quelquefois le pousser et l'électron va atteindre une vitesse assez importante. Et cette vitesse peut, si on met quelques chiffres, être de l'ordre de 300 000 km par seconde. Donc on peut le pousser près de la vitesse de la lumière. Par contre, dans l'eau, la lumière ne va plus à 300 000 km par seconde. Elle est freinée. Elle est freinée par le milieu. Donc l'eau a un indice de réfraction. Et donc, vous voyez qu'un électron va plus vite que la lumière dans l'eau. Et ça, c'est un peu l'analogue de ce qu'on a lorsqu'un avion franchit le mur du son. On a un rayonnement très spécifique qui est émis dans ce cas-là, qu'on appelle un rayonnement Cherenkov, et qui a un pattern très particulier en forme de cône. En quelque sorte, les neutrinos font des ronds dans l'eau. Et comme ça, on peut signer l'interaction d'un neutrino en provenance du Soleil. Donc ça, c'est une technologie qui fonctionne bien dans le détecteur Super Kamiokande. Je vous remontre encore les dimensions, c'est gigantesque. Et aujourd'hui, on envisage de construire des détecteurs qui sont 20 ou 50 fois plus grands dans le futur. Et tout ça, c'est enfoui donc, dans une mine au Japon pour s'affranchir des rayonnements cosmiques. Alors là encore, Super Kamiokande, vous voyez, moins de neutrinos que prévu. Alors avec Super Kamiokande, c'est aussi intéressant parce que quand on pousse avec un électron, avec un neutrino, quand on pousse un électron, on a tendance à le pousser dans la direction opposée d'où vient le neutrino. Et donc on peut faire un histogramme où on trace à chaque fois l'angle entre la direction du neutrino et le Soleil. Et on voit que ça pique en direction du Soleil. Et donc, comme ça, on peut reconstruire la direction et bien montrer que les neutrinos qu'on détecte viennent du Soleil et pas d'un bruit de fond quelconque. Et donc, comme ça, on peut faire une image du Soleil. Alors, bon, pour vous qui êtes sans doute astronome amateur, il y a des différences par rapport à... Alors, c'est toujours en hauteur et en azimut, si on se plaçait dans ces coordonnées-là. On n'image pas donc, la surface du Soleil, mais là on image le cœur du Soleil, là où se produisent les réactions nucléaires au cœur du Soleil. Donc c'est une image qui est bien différente. Et le temps de pause aussi légèrement différent, puisqu'on est sur 1500 jours. Il faut de la patience. Et il y a aussi autre chose qui est très différent, c'est la résolution. Donc voilà, donc là, la taille du Soleil donc, dans le ciel. Et ici, l'image en neutrino, donc la résolution est bien moins bonne, mais on fait tout de même une image du cœur du Soleil par les neutrinos. Alors on les détecte aussi au laboratoire du Gran Sasso en Italie, avec une réaction nucléaire qui est
l'interaction d'un neutrino sur du gallium-71 qui produit du germanium, et ensuite le germanium redevient donc du gallium. Alors ça c'est une expérience qui était d'ailleurs franco-allemande. Hein. Donc voilà le laboratoire du Consenso et l'expérience Galex, qui elle aussi a confirmé le déficit des neutrinos solaires. Et c'est intéressant, je vous la montre, parce qu'on peut calibrer cette expérience et l'étalonner pour montrer qu'elle arrive bien à détecter des neutrinos. Et pour ça, à l'époque, une équipe française d'ailleurs hein, avait construit une source artificielle de neutrinos à l'aide de l'irradiation d'un matériel en réacteur nucléaire. On a une source de chrome 51 qui se désintègre et produit beaucoup de neutrinos qui ont été détectés dans la cuve de Galex afin d'étalonner le détecteur. Donc il a bien montré qu'il arrivait à détecter les neutrinos. Il a comparé ce qu'il voyait par rapport aux neutrinos attendus par le modèle solaire, et là encore on en avait moins.